Nathan, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. C'est Oui, cool. on commence comme ça. Bah ouais, on Merci commence à comme toi. ça. J'ai beaucoup de questions à te poser sur ton métier, sur tes métiers en tant que réalisateur, mais aussi scénariste et monteur. Oui. J'ai regardé beaucoup d'interviews de toi et j'ai remarqué en fait que les journalistes, ils ont tendance à beaucoup se concentrer sur tes intentions. Autrement dit, la question du pourquoi. Pourquoi est-ce que tu choisis ce sujet ou ce scénario, ce personnage ou cet acteur? Et moi, j'ai aussi envie qu'on voit ensemble aujourd'hui la question du comment. C'est-à-dire comment est-ce que tu abordes l'écriture, la réalisation, le montage, comment est-ce que tu conçois le travail en équipe, bref, comment est-ce que tu fabriques un film. Ok. Vas-y. Nathan, tu es scénariste, réalisateur, monteur. Tu as 24 ans et tu as déjà réalisé 2 longs métrages produits. Le dernier en date s'appelle Tony en famille avec Camille Cotin et tu prépares actuellement un 3e long métrage. Ouais, C'est ça? C'est bien. Et bah, ma première question, elle est extrêmement simple, c'est comment tu as fait? Parce que tu commences à faire des films quand tu as 12 ans, c'est ça? Oui. Et à seulement 18 ans, tu réalises ton premier long métrage qui s'appelle Les drapeaux de papier. Est-ce que tu peux nous expliquer comment en 6 ans, tu es passé d'une passion à un métier? Alors, j'ai commencé à faire des films, mais c'était vraiment avec mes potes. C'était vraiment genre juste avec mes 2 amis qui voulaient devenir actrices. J'avais 12 ans et on faisait un remake de Paranormal Activity, tu vois. Donc, c'était vraiment le tout début. Mais en même temps, grâce à tout ça, j'ai appris à faire des films. Mais j'ai l'impression que dans la contrainte, c'est là qu'on apprend le mieux. En tout cas, moi, j'ai vraiment eu l'impression que ça m'a formé un peu à tous ces métiers parce que j'étais tout seul et que je devais tout faire. Mais tu as commencé, du coup, c'était à 12 ans, mais tu as fait directement un long métrage, c'est ça? En fait, c'est que j'avais jamais vu de court-métrage, donc je savais pas vraiment que les courts-métrages, c'était une possibilité. Moi, tout ce que je consommais, c'était des films qui faisaient 1h30 ou plus. Ok. Donc, dans ma tête, pour moi, un film, la narration d'un film, elle était longue et j'avais jamais vu de court-métrage. La première fois que j'ai vu un court-métrage, c'est quand j'ai fait un court-métrage et que je suis allé dans un festival où il y avait des courts-métrages. Vu que tu n'avais pas d'exemple de court-métrage, ou plutôt vu que tu n'avais que des exemples de long métrage, tu t'es dit, Ouais. partons sur un long. Ouais, c'est ça. Et comment on écrit un long métrage à 12 ans? On l'écrit pas vraiment, on tourne le week-end et puis on écrit une scène qu'on va tourner le week-end prochain, puis on écrit une autre scène qu'on va tourner le week-end prochain et puis on fait comme un puzzle en fait. C'est comme si c'était le montage d'un film, mais en écriture. Parce que quand Ok. t'es en montage, tu reconstitues un peu tout ce que t'as tourné, puis après tu vois dans quelle scène dans quel ordre tu places tes scènes, tu t'interroges ta narration. Et ben là, en fait, on le faisait dès le début. J'avais une scène que j'avais trop envie de tourner où il y a une porte qui claque. C'était des films d'horreur où il y a où quelqu'un vomit du sang dans la bouche de quelqu'un d'autre. Enfin, c'était des trucs vraiment gore et bizarres. Et on avait ces scènes-là. Et comment, autour de ces scènes, on fabrique une narration pour y arriver. Et après, c'était de plus en plus construit, parce que voilà, il y a eu ce premier film qui s'appelait The Russian Tape. Ça veut rien dire, mais je pensais que ça voulait dire quelque chose à ce moment-là. Après, il y a eu un autre film qui s'appelait Hostile, qui était un petit peu plus produit. J'étais allé dans des cours de théâtre de grâce de ma ville pour trouver des acteurs autres que mes amis. Il y avait aussi mes amis dedans, mais voilà, j'essayais d'augmenter un peu les équipes, mais à chaque fois, c'était le mercredi après-midi. C'était pendant notre temps libre, quoi, parce qu'on était au collège. Du coup, je tournais, je montais en même temps, je mixais en même temps. Enfin, en fait, tout se télescopait. Il n'y avait pas vraiment d'étalonnage, d'ailleurs. Enfin, c'était de l'apprentissage. On passait tout notre temps ensemble. Tout notre temps à faire des films. Moi, je passais tout mon temps à faire du montage, à écrire les scènes qu'on allait tourner le week-end. Et en fait, tu vois, le tournage d'Hostile, c'était 1 an. Le tournage de Thérapie, le film d'après, c'était 1 an aussi. C'est des tournages très, très longs parce qu'on pouvait tourner. Donc, en fait, c'était tout le temps, c'était constant. C'est pas usant, justement? Non, bon, moi, j'adorais ça. Et puis, j'écrivais justement des nouvelles scènes chaque semaine. Donc, c'est pas comme un film classique. Donc en fait, sur 1 an, tu t'écrivais au fur et à mesure que tu tournais. Ouais. Et donc c'était quoi? C'est tous les week-ends parce qu'en semaine, t'avais cours? Ouais, et pendant les vacances, on arrivait à faire 2 semaines de tournage. Oui. Et comment tu fais? Parce qu'à un moment, je pense que t'arrives au milieu de ton film, tu te dis, là, ce que j'ai tourné déjà, peut-être ça colle plus. Mais j'avais quand même une idée de ce que le film devait être dans sa globalité. Thérapie, on a tourné 1 semaine pendant les vacances. C'était quand même pas mal du film. J'avais 40 minutes et après, il me manquait en fait, je voulais rajouter une partie, je voulais que le film il se passe en fait en 2 temporalités, donc on a tourné une autre temporalité après qui répondait à cette temporalité. Bref, c'était quand même heureusement un peu pensé, mais et puis c'est des films de genre et il y a quand même beaucoup plus de liberté et encore une fois, j'ai 15 ans, enfin en fait, il n'y a pas le CNC pour me dire le scénario à retravailler un petit peu, enfin je fais vraiment ce que je veux quoi. On s'amusait beaucoup
Mais surtout, on apprenait, et ces films ont eu quand même des carrières dans des festivals à l'international, et ça m'a appris ce que c'était la promo d'un film. Donc voilà, pendant toute mon adolescence, j'ai appris ce que c'était faire un film de A à Z. Et c'était quoi le déclic de te dire, là, j'ai envie de passer à un film produit, là, j'ai envie de passer le cap? En découvrant Mommy, là, il y a eu un vrai truc où je me suis dit, bon, le cinéma, il m'intéresse sous toutes ses formes, et c'est pas que le cinéma d'horreur, et en fait, c'est pas faire des films d'horreur qui m'intéressent, c'est faire des films. Le pas entre le cinéma amateur et le cinéma professionnel, c'était aussi que voilà, j'étais un peu lassé, et je me disais, bon, maintenant, ce serait chouette de passer à autre chose, d'avoir un film plus produit, et puis, je commençais à côtoyer un peu ce monde-là, parce que je vendais mes films au marché du film, parce que j'habite à côté de Cannes. Ok. Donc, en fait, je vendais mes films d'horreur à Cannes. Ok, donc t'allais à 17 ans dans le marché... Même à 14 ans, j'allais au marché du film, il fallait payer, je crois, 150 €, donc je mettais mes économies de mes sous de Noël et tout ça dedans pour payer ça, et puis voilà, t'avais des projections, et donc bon, pas beaucoup de gens venaient, mais il y a des gens quand même qui sont très curieux à Cannes, il y a vraiment un monde niche qu'on connaît pas, qui est pas celui glamour de la Croisette, quoi, donc il y a des sélectionneurs de festivals qui étaient venus, qui avaient sélectionné mon film, et donc voilà, je commençais un peu à comprendre comment ça marchait, je me disais, bon, maintenant j'ai envie d'autre chose. C'est là que j'ai écrit mon premier film, qui était en fait pas les drapeaux de papier. Enfin, le premier film que je voulais produire, qui était pas les drapeaux de papier, avec lequel je suis allé voir Noémie, avec lequel je suis allé voir des boîtes de prod, et ils me disaient, il y avait un élément fantastique dedans, ils me disaient tous, c'est trop bien, mais fais-le sans élément fantastique. Okay. Ils me disaient pas, c'est trop bien. Ils me disaient, fais-le sans élément fantastique. Et je comprenais que c'était pas très bien. Et du coup, j'ai écrit Les drapeaux de papier, un autre film qui a rien à voir, et qui finalement s'est fait. Donc t'as écrit un long métrage que t'as proposé à Noémie Merlan. Qui a dit oui. Qui a dit oui. Ensuite, tu l'as proposé à des productions en allant... C'est qu'en envoyant des mails? En envoyant des mails, exactement. Ok, donc t'en as envoyé plein. Ouais. Ils t'ont dit, t'es gentil, mais non. Ils m'ont dit, ouais, en fait, mais ils étaient un peu intrigués, enfin, vraiment, quand je dis ils, c'est genre 2 sur 50, mais ils étaient en mode, mais... Et je m'en souviens, j'étais allé à Paris, j'avais rencontré, moi, ça sert à rien de les citer, ils sont super sympas, mais en tout cas, une boîte de prod okay. qui fait quand même des gros trucs, et qui m'avait dit, franchement, si t'enlèves l'élément fantastique, ça peut être plus intéressant, et ça en France, on fait pas vraiment ce cinéma-là et tout. J'étais encore influencé par le cinéma de genre. Et en fait, j'avais tellement envie de faire du cinéma que je me suis dit, il faut écrire un film. J'avais envie de l'écrire, mais il faut écrire un film qui me permettra. Je me suis rendu compte que c'était quand même un truc de réseau, un truc de milieu, que moi, j'étais pas parisien, que j'avais pas ma famille là-dedans, et qu'il fallait trouver un moyen pour y accéder et pour y entrer. Et donc, je voyais que la plupart des premiers films faits par les auteurs en France sont des drames sociaux qui parlent de sujets sociétaux. Et je me suis dit, qu'est-ce qui m'intéresse? Et je suis tombé sur cet article des sorties de prison, machin. Et ça m'a passionné. Et tant mieux, en fait, ça tombait bien. Je voyais que je n'avais aucune porte d'accès, donc il fallait les créer, quoi. Tu as repensé un peu ta façon d'aborder l'écriture, justement par rapport à l'économie d'un premier long métrage. Dans une autre interview, tu avais dit que tu as vraiment pensé à réduire le nombre de personnages, de lieux, le nombre de scènes, pour justement essayer que ça coûte pas trop cher. En quoi se poser des limites strictes d'écriture, est-ce que c'est plus enrichissant que frustrant? Moi, je trouve que ouais. En fait, j'ai toujours pensé les films que je faisais quand j'étais ado avec plein de contraintes, tu vois, donc mais qui étaient c'était même pas des contraintes que je me disais c'est cool, imagine un film qui se passe dans un seul lieu, genre c'était pas des contraintes, c'était des contraintes que je pouvais pas dépasser, que j'avais vraiment pas le choix d'affronter. Je sais que c'est toute une industrie faire des films, que c'est très difficile de faire des films rentables, de faire des films qui rapportent, que c'est très difficile quand t'as un échec d'en faire un autre de film. Donc j'essaie quand même à chaque fois de me dire bon, tu vois, pour Tony, voilà, j'aime bien réfléchir pas de façon ostentatoire, pas de façon je réfléchis pas en me disant j'aurai ce que je veux, je ferai ce que je veux. Je réfléchis en me disant j'aurai moins que ce que je veux, parce que c'est toujours comme ça. Quand tu fais un film, t'as moins de temps que prévu, t'as moins d'argent que prévu, et je trouve que c'est cool de le savoir avant, plutôt que le nombre de... Enfin, là, mes équipes techniques avec qui je retravaille pas mal, eux, ils font beaucoup d'autres films, et ils me disent à chaque fois le nombre de films où pendant la prépa, ils doivent couper la moitié du scénar parce qu'ils n'ont pas l'argent prévu. Je trouve ça hyper douloureux. Nicolas Dumont, qui me produit, qui travaille avec Hugo Sélignac aussi est là. Et là, le scénario du dernier film, quand on a fait une réunion avec Nicolas et Hugo disait genre, mais c'est drôle, on dirait que tu l'as écrit et que tu te dis pas que tu vas avoir plus d'argent que Tony. Mais il disait pas ça comme une bonne chose, il disait genre, lâche-toi, c'est cool, Tony a marché, tu auras plus d'argent. Mais c'est vrai qu'il y a un truc dans ma tête qui est un peu bloqué, je pense, parce que je viens pas de ce milieu-là. Et donc du coup, tu te mets toi-même une sorte de plafond, ouais, en disant ça, je ne dépasserai pas.
Un peu, ouais. Ok. C'est Jason Blum, le producteur de Blumhouse, qui est trop intéressant et qui fait des énormes succès et qui disait il a un triangle genre où il y a beaucoup de personnages, où il y a beaucoup de lieux, où il y a beaucoup d'effets spéciaux, mais tu peux pas avoir les trois d'un coup. Tu peux avoir que les deux. Et c'est vrai qu'en vrai, ça m'a hanté un peu. J'ai vu ça quand j'étais ado et ça m'a toujours un peu hanté. Au final, ces contraintes, elles s'effacent parce que les choses que j'ai envie de raconter, c'est quand même des choses très intimes. Ouais, donc tu t'y retrouves en fait par rapport à ton sujet. Ouais, quoi. En fait, c'est des contraintes qui sont pas vraiment des contraintes. C'est des contraintes qui me font réfléchir à ce que moi j'ai vraiment envie de raconter et la nécessité de, tu vois, est-ce que là on a vraiment besoin d'une scène de foule avec 150 000 figurants pour parler de ça? Non, en fait, on peut la faire. Parce que c'est ça, en fait, la vraie différence, je pense, entre un scénario et un roman, c'est que le romancier peut se dire, voilà, il y a 3000 chevaux qui dévalent la plaine et il aura 3000 chevaux, quoi. Quand t'écris ton scénario, tout de suite, tu te dis, je vais pas les avoir. Donc, du coup, tu commences à dire, peut-être qu'il y en aura 1000, peut-être qu'il y en aura 100, peut-être que finalement, il n'y en aura pas. Il n'y en aura pas. On va peut-être faire une autre scène où il n'y aura pas de chevaux. J'ai été lecteur au CNC à un moment pour l'aide au premier film. Et c'est vrai qu'il y a des scénarios où tu les lis et tu te dis, mais c'est impossible à faire. Enfin, personne ne fera jamais ça au premier film. Enfin, ils pourraient, eux sont capables, mais personne ne leur donnera l'argent pour le faire. Et je trouve ça cool quand même de réfléchir ces films en sachant qui on est. Quand j'écris Les Drapeaux, je me disais, je suis un jeune adolescent de 17 ans à Grasse, raisonnablement quand même, je pense avoir pas d'argent privé. Et si je peux avoir l'aide du CNC, c'est un miracle, on l'a eu, et c'est avec ça qu'on a fait le film. Et voilà, et je me disais, bon, bah, c'est 600 000 €. Écrire un film qui peut se faire avec 600 000 €. Et en termes de temps d'écriture, tu mets combien de temps pour écrire un scénario? Ouais, bah, ça dépend. Ça dépend des films. Et tu vois, Les Drapeaux de papier, pour le coup, c'était vraiment rapide. La première version, c'était 2 semaines. Et après, il y a eu du travail de réécriture et tout, mais c'était pour le coup assez rapide. Les films d'avant, tu vois, c'était en continu. Tony en famille aussi, c'était quand même très rapide, la première version. En fait, mais parce que entre Les Drapeaux et Tony, j'ai écrit 2 films qui se sont pas faits avec Audrey Diwan. Et ça a pris plus de temps et c'était... Tu veux dire en co-écriture avec Audrey Diwan? Ouais, en co-écriture avec elle, et c'était trop chouette. Et je l'adore, Audrey. Et ça m'a appris plein de trucs. Et là, c'était un plus traditionnel. Ben, je devais l'attendre. On se voyait une fois par semaine, on avançait. J'écrivais, je lui présentais des trucs et tout, et c'était trop chouette, et ça a pris vraiment plus de temps. Et en fait, ces 2 films se sont pas faits pour différentes raisons, qui ont rien à voir avec Audrey, rien à voir avec moi-même. Mais il y a eu le Covid, il y a eu un distributeur qui nous a lâchés, enfin bref, il y a eu différents trucs. Et donc j'étais en mode, bon ben là, il faut faire un film. Et je me suis posé devant mon ordinateur, je suis descendu chez mes parents. Je me souviens, j'étais sur le transat. J'ai vraiment écrit Tony sur le transat en face de la petite piscine. C'était pendant l'été, en juin, et je me suis dit, écris quelque chose. Et pareil, en 1 semaine, 2 semaines, j'avais la structure entière de Tony qui a quand même très peu bougé. Il y avait plein de choses. Nicolas Dumont, mon producteur, il est dément et on a beaucoup... Tu vois, voilà, la première version, je l'ai écrite en juin et on est parti en financement en décembre. Donc c'était quand même assez rapide. Et c'est pas un truc qui te fait peur, ça, le manque de recul qu'il peut y avoir? Je crois que chaque film nécessite son moment. Je crois pas à un film est bien écrit s'il a pris 2 ans à être écrit. Parce qu'il y a des histoires, je crois, qui sont un peu fulgurantes comme ça. Il y a même il y a des films qui ont été écrits en 1 nuit, il y en a plein d'exemples. Enfin, en un soir, et qui sont trop bien. Et je crois et il y a des films qui ont pris 7 ans à écrire et qui sont vraiment nuls à chier. Et il y a aussi beaucoup d'exemples de ça. Donc je crois que, en fait, un film, il a besoin de son temps. Donc tu retournes chez tes parents, tu t'enfermes dans une bulle, tu écris Tony en famille en l'espace de quelques semaines. À partir de là, tu te dis c'est suffisamment bien pour pouvoir le proposer à ton producteur. Il le lit. Enfin non, en fait, je me dis pas c'est suffisamment bien. Quand j'écris, je me dis si c'est pas bien, autant le savoir maintenant. Et si c'est bien, c'est pas moi qui vais le savoir. Enfin, je peux pas savoir. Mais peut-être qu'une histoire, justement, pourrait demander encore, je sais pas, 1 ou 2 semaines de travail. Et peut-être qu'avoir des avis négatifs avant, tu peux te dire, ah mince, bah du coup, je vais pas le continuer. Oui, autant que ce soit mon producteur qui me... Enfin, en fait, je sais pas, il y a pas tant de personnes que ça en qui j'ai plus confiance pour me dire si c'est bien ou pas. Tony, la structure a pas changé, mais il y a plein de choses qui ont changé grâce au travail avec Nicolas. Tu vois, il y a des scénarios que j'ai fait lire à Nicolas qui m'a dit, ouais, non, c'est pas top. Et ça marchera, ça se fera pas. Mais il me le dit et je suis un peu triste pendant 2 jours et après je me dis, ok, vas-y, j'en écris un autre et voilà. Ok, aussi simple que ça, quoi. Et on avance. Dans Tony en famille, tu as plein d'acteurs qui ont des âges différents, des expériences différentes et du coup des formations qui changent aussi. Comment est-ce que toi, tu as équilibré ça au tournage ? En vrai, on a quand même essayé de trouver des acteurs déjà ils ont tous déjà tourné, il n'y a aucun amateur. Il y a
aucun casting sauvage. Ça, je l'ai dit à ma directrice de casting à télé. De toute façon, elle n'est pas trop pour ça non plus. Mais c'est vrai que, bon, on a justement 6 acteurs. Si on a que un en casting sauvage qui a jamais fait un film, tous les autres, oui, ça peut être très écrasant et très intimidant pour lui. Et j'ai pas envie que quelqu'un se retrouve mal à l'aise sur mon plateau. Si c'est 5 castings sauvages face à Camille Cotin, c'est un peu intense pour elle. Enfin, elle est en mode, ok, donc je dois tous vous... Enfin, c'est intense pour moi aussi, tous vous faire comprendre. Non. Donc, tu vois, on s'est dit très vite, bon, il faut qu'ils aient tous déjà fait quelque chose. Et c'est vrai que moi, j'étais là très vite dès le premier tour de casting et on castait aussi des natures. Je voyais, je sais pas, j'aime bien... On castait des natures, mais moi, j'aime bien aussi caster des gens que je trouve éveillés, avec qui j'ai l'impression que je peux parler, qui vont comprendre. Ça s'est fait en fait dès le casting, c'est ça? Ouais. Et justement, le casting, tu l'as pensé, tu les as vus un par un, ou directement tu as commencé à créer des binômes ou des trinômes pour voir un peu comment cette famille se construit? On les a vus déjà un par un, et après on a fait exactement ça, ouais. On a fait... Mais ça devait être trop intéressant d'ailleurs, ton film, justement. Mais toi, tu les as choisis parce que tu les connaissais ou tu as fait un casting pour ton film? Bah, en fait, moi, ils venaient tous du même atelier de direction d'acteurs qui s'appelle Artifex. Okay. Ah, oui. Et donc, c'est là où moi, je les ai rencontrés, je les ai vus jouer. Parfois, ils avaient fait des scènes, ils passaient en fait sur des scènes ensemble, parfois non. Et c'est là où moi, j'ai fait mon casting, mais sans faire un vrai casting, quoi. C'est juste, j'étais entre guillemets dans mon coin et je les voyais jouer. Et à partir de là, j'ai eu des idées de personnages, j'ai eu des idées de... Et tu vois, c'est une contrainte un peu aussi. Parce que en fait, tu avais ces 12-là et tu devais composer avec ces 12-là. Et non, parce qu'en fait, il y a plein d'acteurs et d'actrices dans cet atelier. Et puis, toi, t'en as choisi. Ouais, c'est ça, c'est qu'en fait, sur tous ces acteurs et toutes ces actrices, j'en ai vu qui me plaisaient et aussi par rapport à l'histoire que je voulais écrire. Et en fait, à partir de là, je me suis dit, mais attends, si je mets lui avec elle en binôme, lui c'est son frère et elle c'est sa sœur et ils sont ensemble, etc. Je me suis dit, mais pourquoi pas, quoi. Ouais. Et après, je leur ai proposé. Et ils ont dit, mais du coup, je passe pas de casting. Je fais, bah non, parce que le casting, en fait, il a déjà eu lieu pendant plusieurs semaines. Ils allaient être contents. Ouais. Et qu'ils étaient contents, ouais. Pour revenir à ton travail sur un plateau, est-ce que ça t'arrive, par exemple, de tourner à plusieurs caméras ou tu fais toujours qu'une caméra? Ouais, ça m'est arrivé. Et sur Tony, il y avait 2 caméras sur certaines scènes parce qu'il y a 6 enfants et qu'on a que... pendant les vacances, donc on avait 6 heures max de temps avec les 2 plus petits et on a des scènes qui sont... Oui, parce qu'il y a un temps qui est aménagé pour les mineurs, c'est ça? Ouais, okay. Tant mieux. Mais du coup, c'est très chiant. Mais heureusement pour eux, pour les protéger. Mais c'est vrai que c'est compliqué pour les équipes parce que on avait 6 heures pour faire une scène de 7 pages dans une cuisine où il y a 6 personnages qui parlent. C'est un peu intense quand même. Et donc, heureusement, on avait 2 caméras pour la scène du coming up, pour pas mal de scènes quand même. Moi, tant qu'on respecte le découpage, après, c'est pour les chefs-op que c'est plus chiant, les 2 caméras, parce que pour éclairer, c'est compliqué. Mais moi, je trouve ça un peu excitant aussi. J'aime bien, j'ai mes 2 petits combos, je regarde, je suis en mode là. Et en même temps, c'est dur, t'as l'impression de rater des infos. Moi, j'aime bien être très, très concentré. Juste pour expliquer aux gens qui font pas du cinéma, du coup, généralement, on a une caméra qui permet de poser un cadre. Autour de ce cadre, il va y avoir toute la technique qui va poser les lumières et tout ce qu'il faut. Et puis après, s'il faut faire le contre-champ, faut déplacer la caméra, on redéplace toutes les lumières et on recompose comme ça le nouveau plan. Mais dès qu'on tourne à 2 caméras, tout de suite pour la technique, c'est un peu plus pénible parce que on peut plus passer les lumières comme on veut parce qu'on va les voir. Donc pour le chef-op, c'est pénible. Mais pour toi, et vu que tu fais aussi le montage, je pense qu'il y a aussi quelque chose qui est ultra satisfaisant de pouvoir capter les réactions de tes 2 personnages ou de tous tes personnages qui sont 6 en tout. Ouais. C'est aussi rassurant, je pense, et ça permet de gagner du temps. Mais est-ce que c'est pas trop contraignant, justement, de se dire, là, je perds un peu sur le plan technique, mais je gagne sur le plan du jeu? Sur le plan technique, ça va parce qu'on était en intérieur, c'est les scènes de dîner, donc en vrai de vrai, on perdait pas beaucoup. Après, c'est en termes de concentration, je trouve qu'on perd. Moi, je trouve que c'est très, très important d'être très concentré pendant une prise. Et je regarde de façon très, très intense entre le combo. Je fais genre combo, vrai, vrai. Et je trouve qu'il faut avoir une concentration. C'est là le plus important. C'est ça. Il y a que ça qui compte de toute façon. Et donc là, en fait, c'est même combo, vrai. Ouais, du coup, c'est compliqué. Et en plus, surtout, moi, j'adore les silences. J'adore quand les comédiens ils réagissent à ce que les autres disent. Alors que c'est vrai que quand t'as 2 caméras, t'as tendance à regarder celui qui parle, puis celui qui répond, puis celui qui parle, puis celui qui répond. Et tu regardes moins les silences, tu regardes moins l'écoute. Alors que moi, c'est ce qui me passionne le plus chez un comédien, c'est sa façon d'écouter. Je trouve qu'un comédien, il joue vraiment bien quand il écoute bien. Et justement, par rapport au jeu
des comédiens. Comment est-ce que toi, tu appréhendes la direction d'acteur? Je trouve que c'est dur, enfin, je sais pas toi, mais c'est dur au début, c'est un concept très abstrait, quoi, la direction d'acteur. Bah, d'ailleurs, ça a motivé carrément un film. La direction d'acteur, elle s'adapte, enfin, je trouve ça toujours étonnant quand des gens, ils ont une méthode très précise, alors que je trouve que, moi, comment je l'imagine, en tout cas, c'est que juste, il faut comprendre le comédien avec qui tu parles et comprendre sa façon de parler. Après, moi, je sais que j'ai ce truc que dans la vie, je deviens un peu les gens avec qui je suis. Quand je suis avec un acteur, prendre le temps de l'écouter, de comprendre, de voir sa façon de parler, et après, essayer de comprendre son langage, utiliser les mêmes mots pour lui parler. Par exemple, là, sur Tony, on avait de 12 à 45 ans. Donc, tu vois, on passe de 12, elle a 14 ans, mais dans le film, elle a 12, mais on avait 14, 15, 18, 22, 23, 45. Donc, tu as beaucoup d'âges différents. Donc, c'est-à-dire que sur le plateau, toi aussi, tu as 14, 22, 25, 45? J'essaie, en tout cas, quand je parle avec Juliane, par exemple, on est en train de parler, on fait des jeux de mains et on discute et parce que je me dis, enfin, parce que ça nous amuse tout. Mais à ce moment-là, je me dis pas, je m'adapte à elle, je me dis juste, on est en train d'avoir une discussion et il se trouve que on est en train de parler avec les mains et je vois que après j'ai eu la chance qu'elle soit très très intelligente pour le coup et même Oscar qui avait 14 ans aussi, ils étaient très intelligents donc j'avais pas besoin de m'adapter beaucoup à leur niveau de langage, mais je trouve ça toujours chouette en fait. Un comédien, il a besoin de comprendre ce que tu lui dis et en fait, on comprend jamais mieux que ce qu'on connaît et donc lui parler de la façon dont il parle et de la façon dont il est. Ce que je trouve assez atypique, c'est que tu commences par faire des films d'horreur et après tu fais le grand écart pour faire des films qu'on pourrait dire quoi? Comment tu les qualifierais? Comédie dramatique? Ouais, des comédies dramatiques, des drames. Il y a un switch qui est assez fort entre un cinéma très marqué de genre et des drames. Je crois qu'il y a plusieurs types de réalisateurs. Toi, je sais pas comment tu te sens, mais moi, je me dis que ça m'intéresse pas forcément trop d'essayer à tout prix de mettre une marque et que les gens reconnaissent absolument que c'est mes films et qu'ils y aillent. Et, tu vois, Tarantino, qui est dément, hein, c'est pas du tout une critique, mais juste, voilà, Tarantino, tu y vas en sachant que c'est un film de Tarantino et tu sais ce que tu vas reconnaître chez lui et tu vas avoir beaucoup de plans de pied et tout ça. Et je trouve ça chouette que la mise en scène, même le film, on le réfléchisse pour cette histoire. Le film d'horreur, je ne le penserais pas de la même façon en mise en scène que le film, le drame qu'on va faire là, tu vois. Ok, donc tu es en train de dire que la forme émane du fond. Ouais, ok, exactement. Plutôt que c'est moi qui impose une forme à n'importe quel fond. Je comprends. Et il y a une question aussi qui, moi, m'intéresse énormément et que peu de personnes te posent, c'est la question du montage, parce que tu montes aussi tes films. Oui. Donc en fait, tu fais les 3 écritures, si on considère donc le scénario, la réalisation et le montage comme les 3 premières écritures d'un film. Et avec le montage, on peut faire beaucoup de choses. On peut changer l'ordre des scènes, on peut les allonger, les raccourcir, on peut aussi parfois sauver le jeu d'un acteur. Je voulais savoir, toi, comment est-ce que tu appréhendes ce travail ? Les points positifs, c'est que, parce qu'il y a aussi plein de points négatifs, j'adorais travailler avec un monteur, c'est juste que j'en connaissais pas pour les drapeaux, donc en fait, je devais le faire. Et après, pour Tony, au final, j'ai eu envie de le faire, puis mes producteurs étaient en mode, mais c'est cool, c'est toi qui montes. Donc bref. Mais il y a eu un consultant, Pierre Deschamps, qui a été génial. C'est trop cool. Pendant 3 jours, il est venu, je l'adore. Il a monté L'Innocent, que j'avais beaucoup aimé. C'est pour ça que je lui avais demandé de venir. En tout cas, ce que j'aime avec le montage, c'est que je peux l'appréhender dès l'écriture, en fait. Enfin, moi, d'être monteur, ça me sert parce que quand j'écris entre 2 scènes, je me dis, là, c'est cool, en fait, si ça s'arrête comme ça. Et en fait, quand j'écris, je fais aussi mon découpage. Presque en même temps. Enfin, j'ai quand même une idée du découpage. C'est-à-dire que j'arrive pas à écrire une scène si je peux pas la voir visuellement. Ok. Quand j'écris, je me dis, cette scène, elle va se finir par un plan sur lui, on va s'avancer doucement. C'est ça qui sera beau. Et puis, il y aura un fondu enchaîné avec la mer. Et c'est ça qui va faire en sorte que... et du coup, en fait, c'est penser au montage et c'est penser au découpage. En fait, pour moi, tout ça est assez lié. Et c'est vrai que... Ouais, je le vois, je vois les 3 étapes comme des étapes de réécriture. Ça, tu l'as dit, et je suis complètement d'accord. C'est 3 écritures différentes. Mais c'est 3 écritures de la même chose. Et t'as mis combien de temps à monter Tony en famille ? On a commencé en septembre et on a fini fin novembre. Ok. Donc, non, début novembre. Fin novembre, je sais plus. 3 mois et demi. Et donc là, il y avait des référents pour t'aider justement à avoir un peu de recul, c'est ça ? Ah non, il y a juste Pierre qui est venu à la fin quand on avait fini, Pierre Deschamps qui est venu pendant 3 jours, mais c'était vraiment à la fin, on devait être à la veille, genre 10 de montage et il est venu
Et il était en mode, ce serait cool. Et franchement, il a trop aidé. Il a coupé plein de petits trucs et tout. C'était très chouette. Mais tu vois, moi, j'ai pas trop ce truc de, on me disait vachement, c'est comme couper un bras, couper une scène en montage et tout. Pas trop, je trouve. Je suis d'accord. En fait, si c'est en trop ou si ça se colle pas avec le reste, elle part. C'est pas grave. Ouais. Enfin, après, des fois, c'est dur quand t'as fait une scène qui a coûté genre méga cher, où t'avais vraiment plein de figurants et vraiment, j'en ai très peu d'expérience, mais sur Tony, il y avait des moments comme ça où on a galéré pendant une journée à trouver comment bien faire cette scène et qu'au final, elle marche pas et t'es en mode, bon, on doit la supprimer. Et c'est une amie qui joue le second rôle et il faut la couper au montage et c'est très compliqué. Mais en vrai, il faut penser au film et c'est ça qui compte. Et justement, pour avoir, quand tu dis faut penser au film, j'imagine que tes producteurs sont aussi derrière pour te donner un avis. Est-ce que tu as, je sais pas, la production, les diffuseurs qui viennent donner leur avis? Ouais, ça c'est stressant. Nicolas et Hugo, ils viennent, ça c'est sûr. Hugo, il est beaucoup plus dur que Nicolas, mais dans le meilleur sens, pour le film. Et Nicolas, il est dans un accompagnement beaucoup plus doux. Il est avec moi un peu tout le temps. Il adore ça, donc il passe un peu tout le temps. Il passe une fois par semaine au moins pendant le montage de Tony. Hugo, il passe. Puis après, il faut le montrer à Studio Canal, puis il faut le montrer à Canal+, puis il faut le montrer à France Télévisions, puis il faut montrer. Je montre à tellement de gens, c'est tellement de stress. Moi, je suis. Et t'arrives justement à garder toi ton envie, parce que j'imagine que là t'as plein de retours qui disent ça plus long, mais non en fait plus court, mais ça. En fait, plus ça va parce qu'ils disent c'est quand même des trucs assez. On leur montre quand c'est une étape où nous on est un peu content, parce que avant de leur montrer à eux, on a fait des petites projections de montage où il y a genre 10 amis qui viennent et qui regardent. Et en fait, les gens ils s'interrogent. Mais parce que moi aussi, je fais des films qui sont très simples dans leur structure et dans leur narration. Moi, j'adore la simplicité. Je trouve ça très cool quand quand on comprend, quand c'est linéaire. C'est pas des films compliqués. Donc, en vrai, les gens, quand ils viennent voir Tony en famille, même en montage, ils s'interrogent pas le film dans sa globalité. Ils sont pas en mode genre, c'est pas Pi de Aronofsky où je pense que faut le trouver le film, tu vois. Enfin, c'est tellement complexe et tout. Enfin. Oui, limite, l'écriture se fait au montage. Ouais, il y a 3 temporalités. Enfin, à mon avis, quand tu regardes le film, tu peux dire genre, est-ce qu'on a vraiment envie de la 3e temporalité, même en montage? Et il y a des gens qui peuvent questionner ça. Moi, dans Tony en famille, on va pas me dire, faut peut-être enlever un enfant. Enfin, je vais être en mode, vraiment, l'enfant restera. Donc en vrai, on questionne pas la nature du film, on questionne certaines scènes. Et puis après, voilà, je fais avec, je prends des trucs. Il y a des trucs qui sont intéressants, il y a des trucs avec lesquels je suis pas d'accord. Par exemple, pour Tony, ils ont voulu changer, mais genre pendant 150 000 ans, une musique au début du film quand elle faisait le ménage. Et au final, je me disais, non, je pense que c'est bien celle-là. Et on a gardé la même. Et c'est pas parce qu'on change la musique que le film change, tu vois. Donc, il y a des décisions que je trouve qui sont pour le bien du film et il y a des décisions qui sont le goût personnel. Ça, il faut faire la différence. C'est dur. Et justement, est-ce que tu as montré des films aussi à des gens qui ne connaissaient pas du tout le projet, qui ne sont pas du cinéma, pour avoir un regard complètement neuf? Ouais. Pour le coup, quand on était en montage de Tony, oui, ça s'est arrivé. Mais en fait, je me rends compte qu'ils ont à peu près les mêmes retours. Ils sont pas moins intelligents ou plus... En fait, ils ont, même au contraire, des fois, c'est mieux leur retour à eux. Et c'est bien d'avoir des gens qui connaissent vraiment rien. Mais encore une fois, tu vois, c'est des films très simples, donc il n'y a pas un truc que tu as pu vraiment rater dans Tony en famille où tu es en mode, je n'ai pas compris l'histoire parce que je n'ai pas compris ça. Ah, il faut remettre cette scène. J'en ai fait des projets de montage où je me souviens très bien de discussions, on était en mode, franchement, on ne comprend pas les 30 premières minutes parce qu'on t'a enlevé une scène trop vite. Ok. Et là, moi, c'était pas le cas. Peut-être que dans le film d'horreur, vu qu'il est assez compliqué, ce sera beaucoup plus ce cas. Et ce sera encore une autre façon d'imaginer le film. Et je trouve ça excitant de se dire que chaque film a besoin d'une attention particulière qui n'a rien à voir avec le film d'avant et tout doit être pensé différemment. La façon dont tu penses tes scènes doit être différente. La façon dont tu vas diriger tes acteurs sera différente. Je trouve ça intéressant de voir ça comme ça. Et en même temps, j'adore... Koreda, c'est mon réalisateur préféré et tous ses films se ressemblent et tous ses films se répondent et tous ses films sont pensés de la même façon avec les mêmes acteurs. Et je trouve ça passionnant. Enfin, je trouve ça même admirable de réussir à construire comme ça, comme un immense film de 10 heures avec tous ces films, même beaucoup plus longtemps parce que tous ces films durent 2 heures. Mais je sais pas, c'est quoi toi tes réalisateurs préférés? Oh, la question qui arrive... Sincèrement, je crois que j'ai pas de réalisateur préféré parce que c'est trop compliqué. Il y a toujours une phase dans la carrière, on va dire, d'un réalisateur ou d'une réalisatrice qu'on aime un peu moins. Mais en fait, je pense que moi, c'est plutôt ceux qui m'inspirent, c'est ceux qui marquent leur temps parce qu'ils ont réussi à trouver à un moment une façon d'aborder une histoire qui a réussi à toucher à la fois le moment dans lequel ils l'ont fait et aussi les époques après, quoi. Ouais. Donc, en fait, c'est les plus grands.
en quelque Ouais, sorte. mais c'est trop facile. Bah non, mais c'est trop facile. Mais oui, mais après, si tu veux, je te cite des films. Non, mais moi, j'ai beaucoup d'affection pour David Lean. J'ai aussi beaucoup d'affection pour Keaton, parce que je trouve qu'il y a un travail sur le muet qui est absolument génial. Pour Clouseau aussi, pour Spielberg, pour Kubrick. Ouais, Voilà. c'est des grands réalisateurs. Ouais, bah ouais, je balance des. Inspiré des plus grands, mais du coup, ça te met la barre méga haut, quoi. Non, même pas, parce que je sais plus quel réalisateur avait dit ça. Il avait dit ce que j'aime bien voir en fait avec les grands cinéastes, c'est de se dire qu'on peut aller jusque là. Ouais, c'est vrai que c'est intéressant. Et donc, Et ça te fait pas c'est peur? montrer que c'est possible. Non, au contraire, je trouve que c'est vachement nourrissant. Toi, c'est comme George Miller qui a réalisé Mad Max Fury Road à 70 ans. Quand on regarde ce film, on se dit c'est pas péjoratif ce que je veux dire, mais c'est un film d'ado en fait. Et le gars, il le fait à 70 ans, donc c'est possible Ouais. à cet âge-là de pouvoir partir dans les Et là, délires. Furiosa, je pense qu'on va être genre. Et Furiosa, il le fait donc 10 ans après, il a 80 ans et il continue de faire les films qu'il a envie. Du coup, ça m'inspire et c'est ça qui me plaît. C'est que je suis pas capable de faire ça. Donc du coup, ça me pousse à aller plus loin. Et donc moi, c'est plutôt ça qui me plaît, plus que d'avoir un réalisateur ou une réalisatrice préférée. Ouais, je comprends. Mais c'est vrai que regarder un film et se dire, waouh, ça devait être vraiment chouette de faire ce film. Ou... Et ce serait quoi, toi, le film, justement, où tu te dis, ça aurait été incroyable que je le fasse? Bah, je sais pas, non, je sais pas. Mais non, mais toi, t'as pas répondu, je réponds pas. J'ai pas répondu. Sincèrement, un film que Toi, j'aurais... c'est Mad Max, du coup? Non, c'est pas Mad Max. Non, je pense que c'est un film que j'aurais bien aimé faire. J'avoue que Laurence d'Arabie, Ah ouais, ok. Oui. on est dans les années 60 et en pellicule, tout est en vrai. Je trouve que c'est un tour de force qui est fou. Donc moi, je dirais Laurence d'Arabie. Faut le faire, hein. Ouais. Moi, je pense que c'est Lady Bird de Greta Gerwig. Ok. C'est un film qui me plaît tellement. J'adore ces actrices, elles sont trop bien. Et ça a l'air tellement chouette et apaisant de faire ce film. J'aurais bien aimé le faire. Mais quand j'ai fait Tony en famille, d'ailleurs, je me suis totalement imprégné. Je le regardais beaucoup, sa narration. J'essayais de comprendre comment elle pouvait faire des choses aussi simplement. Ça me plaisait beaucoup. Et t'aimes bien justement, dès l'écriture, d'avoir de puiser en fait dans des exemples de films Bah, pour ça nourrir. dépend, il y a un Parce que ça peut être moment- dangereux, ça aussi. Ouais, il y a un moment où, en fait, je le fais quand j'ai quand même une vraie base de mon film et que je sais ce que moi je veux raconter. Je peux commencer à regarder d'autres films et tout parce que je sais que là, ce que je veux raconter, je l'ai. Mais c'est vrai que quand je commence à peine, je regarde pas trop parce que sinon, je sais que je vais être en mode mais c'est pas, je vais écrire ça pour ça, alors que il faut pas le réfléchir comme ça. Mais c'est vrai que quand je commence à faire le découpage, j'adore regarder d'autres films et me dire comment ils ont fait leur film, comment ils ont pensé, comment ils arrivent à raconter une Et scène. t'as pas peur que ça te parasite de se dire tiens, là, il y a ça qui... Parce que les films sont tellement différents que du coup, si t'as un film qui a telle couleur qui arrive dans ton écriture, dans ton découpage, puis un autre qui va avoir telle autre couleur... Non, ça parce fait... que tu t'en inspires. En fait, tu t'essayes pas de refaire. Juste, moi, ça m'apprend des trucs sur le découpage. C'est ça qui m'inspire. C'est juste, en fait, ça me fait comprendre des trucs. Et puis, je suis en mode, ça j'aime bien. Ça, c'est intéressant. Ça, je crois que je l'ai suffisamment compris et c'est vers là que j'ai envie d'aller. Mais c'est pas, j'aime bien ce plan, je vais refaire ce plan. Alors, regarder des films, c'est la meilleure façon d'apprendre à faire des films, je trouve. C'est vrai. Enfin, franchement... Et sans le son aussi. Regarder des films. Non, mais moi, Non, mais c'est vrai. quand j'ai écrit Une affaire de famille, pareil, j'ai regardé aussi beaucoup Une affaire de famille. J'ai regardé Une affaire de famille pour écrire Tony en famille. Une affaire de famille, je l'ai tellement regardé que j'écrivais pour comprendre comment il faisait. J'ai réécrit un sorte de séquencier du film. J'étais en mode pour voir la dynamique de chaque membre de la famille, comment il se développait. Et ça m'a trop aidé. Je l'ai regardé, je pense, franchement, 25 fois. Et ça m'a trop aidé à comprendre sa façon d'écrire. Et je trouve ça trop intéressant. Un film, c'est vraiment un cours de cinéma. Et plus c'est un bon film, plus c'est un bon professeur, quoi. Ouais. C'est chouette de le voir Celui, comme ça. Ouais. Bah merci Merci à toi. pour cet échange, c'est trop bien. Merci J'espère beaucoup. que tu as tout ce que tu veux. Bah, J'ai pas moi, trop j'ai posé un digressé. tiers des questions, mais y a pas de souci. Mais t'avais vraiment beaucoup de fiches par Bah, j'ai... Tu voulais vraiment qu'on y passe Non, la nuit entière. Là. en fait, j'avais prévu 2 jours, mais on a qu'une heure, donc pas de souci. On pourra Aucun refaire problème. une session si tu veux après la projet au Max Linder, comme ça j'aurai aussi moi des questions à te poser. Là on pourra vraiment être en Ok, mode, deal. vas-y on fait ça. Ok.